Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur En toute puissance de V6 Axo. J'ai le bras qui a glissé, j'ai failli me casser la gueule, c'était très triste. On en est donc en page 107 sur 631. On a encore pour un petit moment de lecture, hein, on va pas se mentir. Et donc on arrive à la section « Pourquoi la structure autoritaire est-elle un obstacle à l'autodétermination ?» Par structure, j'entends un système de fonctionnement qui comprend des règles explicites et implicites, des buts explicites et implicites, des valeurs ou normes particulières, des feedbacks de réussite ou d'échec liés à ces valeurs, règles et buts. Cette structure est conçue, mise en place, entretenue, parce que la personne pense que c'est la bonne façon de faire fonctionner un environnement social, ou encore ne voit pas comment on pourrait faire différemment. La structure autoritaire est ici installée, régulée, maintenue par la patronne. Comme tout partisan à une structure autoritaire, elle est radicalement anti-autodétermination, puisqu'elle voit l'autonomie de l'autre comme un problème, une menace constante à contrôler. On voit bien que l'autonomie est vue en ennemi, puisque la satisfaire ne peut se faire que par traîtrise du système autoritaire. Une façon de nourrir les besoins fondamentaux, de la vendeuse, des commerçants voisins, pourrait se faire via le hack social, la furtivité, autrement dit, tricher avec le système autoritaire, aller contre ses règles, contre son mode de fonctionnement. Si l'autonomie était permise, il n'y aurait pas besoin d'agir secrètement, mais simplement de prendre directement des initiatives, et celles-ci ne seraient aucunement punies. Ici, le seul moyen d'obtenir un minimum de bien-être ne peut se faire que dans la traîtrise de ce système, son bidouillage, un contre-jeu autoritaire. Les individus atteints par des mécaniques autoritaires, comme cette patronne, pensent parfois que le rôle du chef est de contrôler totalement l'autre, de le dominer sur tous les points, ou encore qu'il faut contrôler l'autre parce qu'il constitue une potentielle menace. Ils peuvent penser de la sorte parce que cela a été la règle de la majorité des environnements sociaux qu'ils ont connus, ou encore parce que leurs propres besoins ont été sapés par ailleurs, notamment le besoin de sécurité, ou parce que leur but est de maintenir une domination, de l'accroître, de l'exercer au quotidien. Ils peuvent considérer cette domination comme une victoire, la considérer comme une réussite, quand bien même cela saperait leurs besoins fondamentaux. Ici, une des premières règles du jeu autoritaire que nous apercevons bien, c'est qu'il s'agit prioritairement de contrôler l'individu comme un pion, en sapant ses besoins. Pour fonctionner, être productif, l'environnement autoritaire croit qu'on doit saper l'individu, détruire son autonomie, empêcher la proximité sociale, de dénier ou de contrôler de l'extérieur ses besoins physiologiques. C'est la patronne qui décide s'il y a besoin physiologique et quand il doit être résolu. Ce qui est insensé car elle n'a aucun accès au corps de la personne et à ses signaux. Elle ne peut objectivement pas ressentir ni contrôler un corps qui n'est pas le sien. L'environnement autoritaire vise à l'obéissance totale de ses subordonnés, ne laisse aucune part de liberté à l'individu. Une toute petite liberté est perçue comme une menace pour l'organisation, pour l'autoritaire lui-même. Il n'y a aucune confiance en l'autre, il y a une défiance totale. Ainsi, l'autodétermination, d'autrui surtout, est vue en ennemi, donc ceux décelés comme y participant d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'aider autrui à avoir un peu d'autonomie, peut potentiellement les faire classer comme des traîtres par les autoritaires. Est-ce qu'alors le champ de l'autodétermination a pour ennemi les autoritaires? Leur jeu, oui, est considéré comme un problème, mais la SDT montre que ces individus sont tout aussi atteints dans leur bien-être par l'adhésion à ce jeu ou par l'opérationnalisation de ce jeu. Résoudre le problème que pose le système autoritaire passe non seulement par changer ses buts, ses règles, ses feedbacks, mais aussi par le fait de sortir du mal-être, du sapage des besoins, de l'insécurité, des individus qui le soutiennent ou le perpétuent. Autrement dit, ce n'est pas en arrêtant la patronne qu'on résoudra le problème du système autoritaire qu'elle a mis en place et qu'elle perpétuera dans d'autres environnements sociaux, mais c'est en transformant son mal-être profond, ses besoins sapés, qui sont la cause première du soutien et du maintien de ce système autoritaire qui, en quelque sorte, lui apporte personnellement un secours, une sécurité compensatoire. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, si l'on veut résoudre la situation de façon profonde, définitive, il s'agit en premier lieu d'aider les cibles du jeu autoritaire à retrouver de l'autonomie, mais le principal chantier est de changer le jeu de l'autorité. Et c'est là on revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est que vous avez vraiment cette vision qu'il faut prendre en compte, hein, et qu'il faut vraiment capter, qui est que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui va être oppressif qu'il a conscience d'être oppressif, et surtout être dans, on va dire, dans le... Je vais pas dire l'agression parce que c'est pas le bon terme, parce que techniquement c'est en réponse à une agression, mais être dans la violence n'est pas forcément pertinent. Je répéterai très bien, pas forcément.
Vous avez des personnes pour qui, pour le coup, ça ne sert à rien. Vous essayez de mettre en place un minimum de travail et vous voyez qu'ils n'en ont rien à péter et c'est pas efficace. Et donc à ce moment-là, effectivement, malheureusement, vous vous retrouvez limité et parfois la violence peut être une réponse qui est la moins pire, on va dire. Mais pour le coup, il faut bien comprendre qu'au final, les personnes qui vont contribuer et continuer à mettre en avant ce système, de manière assez récurrente, sont parfois en fait victimes de ce système. En fait, s'ils perpétuent ce système, c'est parce que justement, ils n'ont pas conscience d'être eux-mêmes soumis à ce système. Et c'est là tout le jeu et tout le travail qu'il y a à faire en fait, c'est de réussir à faire prendre conscience à ces personnes qui perpétuent ce système que déjà ils perpétuent ce système, premier point, parce que déjà ils n'en ont pas forcément conscience, et ensuite d'essayer justement de les amener à dépasser ce système et à répondre à leurs propres besoins qui du coup sont complètement lésés. C'est pas sans raison qu'ils maintiennent ce genre de système, là en l'occurrence un système autoritaire, c'est parce que justement ils ont une difficulté, ils ont des difficultés même, et qui font que ce système est une manière pour eux en fait d'avoir tout simplement un pansement, d'avoir une manière de dire bah ok j'ai des problèmes mais ça passe. Mais au final, si vous réglez les problèmes de base, il y a quand même des chances non négligeables que ça puisse aider à passer à outre et à casser ce système. Pour casser le système, il faut réussir à comprendre que les personnes qui sont en train de maintenir son système peuvent pour une grande partie au final être des victimes autant que vous. Pas de la même manière hein, pour le coup, hein, c'est sûr, parce que eux ce sont les personnes qui vont être oppressives et qui du coup vous allez être victime d'eux, c'est vrai. Encore une fois, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous en êtes des victimes, pour autant, eux sont juste des oppresseurs. Malheureusement, ils peuvent être aussi à leur manière des victimes. Et l'intérêt justement de la SDT, c'est de réussir à essayer d'amener ces personnes-là à finalement à quitter ce rôle d'oppresseur et à prendre conscience que sur certains points, ils sont victimes de ce système qu'ils maintiennent et à leur permettre de s'en échapper en fait et de se réaliser aussi. Ce qui permet du coup tout le système de voler en éclats à terme. Donc c'est important de vraiment le garder en tête ça, parce que c'est pour le coup quelque chose qu'on peut trop facilement mettre de côté et on peut trop facilement avoir un point de vue manichéen qui va consister à dire oui mais lui c'est celui qui m'a frappé dessus donc en gros il est méchant et puis c'est tout. Oui mais non, si cette personne t'a frappé, c'est pas sans raison. Et quand je dis frapper, c'est une manière de parler, hein, mais pour le coup, ça peut être totalement psychologique, comme on l'a vu. Bon, ça peut être aussi plus physique, il n'y a pas de souci là-dessus, malheureusement. Les violences sont nombreuses et multiples, et protéiformes. Donc il y a de quoi faire, on va dire, il y a de quoi faire. Mais voilà, il faut essayer de ne pas oublier, il faut essayer de ne pas mettre de côté que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, les personnes qui vont être oppressantes sont aussi des personnes qui sont à leur manière oppressées aussi et qui n'en ont pas forcément conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de privilèges, encore une fois, il faut bien comprendre et bien mettre ça à côté. Et c'est encore une fois pas parce qu'on comprend, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la VOD d'avant, mais c'est pas parce qu'on comprend qu'on excuse. C'est pas non plus la même chose. Il faut comprendre que ces gens qui oppressent sont finalement, alors d'une certaine manière et dans certains contextes également des victimes, mais pour autant ça n'enlève pas leur responsabilité dans ce qu'ils font. Et ça n'a pas à enlever leur responsabilité dans ce qu'ils font. Au vu de cet exemple autoritaire qui peut être encore assez commun dans la société, la SDT pourrait apparaître comme une utopie impossible à atteindre. Et c'est pourquoi nous allons voir un exemple concret d'un système qui nourrit l'autodétermination, l'environnement en puissantant. Yup, page blanche, hop là. Construction BF, l'environnement autogouverné. Hop là. Favi est une usine d'environ 500 salariés. Sous l'impulsion d'un nouveau directeur, Jean-François Zobrist, en quelques dizaines d'années, elle est progressivement passée dans un nouveau paradigme où l'autonomie de chacun fait fonctionner l'entreprise, sans hiérarchie et en un fédéralisme de petites équipes coopérant en horizontalité. Le pouvoir y est réellement dans toutes les mains. C'est pourquoi je nommerai parfois ce modèle en puissantant, même s'il est généralement classé en autogouvernance, où on peut parfois faire partie des entreprises dites libérées. Pour les sortir de la structure autoritaire, Jean-François Zobrist a progressivement supprimé toutes les instances de contrôle et a laissé faire les personnes, voyant le chaos passager du changement comme une étape créative, où les gens, en qui il avait pleinement confiance, se réajustaient, gagnaient en liberté et en pouvoir. Favi était auparavant une usine comme toutes les autres, avec une hiérarchie en pyramide, où les ouvriers étaient les plus dépossédés de pouvoir. Pas d'information économique sur l'entreprise, pas de pouvoir de décision. Subordination à tous les autres chefs, voire même à d'autres services comme la vente. Très surveillés, très injonctivés, pour le moindre de leurs gestes.
Taylorisme. Donc le Taylorisme, c'est justement toute cette manière de codifier le travail que vous devez faire, et tout est calculé, tout est pensé, vous devez faire telle action de telle manière, tout est standardisé, vous n'avez pas le droit de vous en écarter. C'est le travail à la chaîne, quoi, hein, concrètement. Le travail à la chaîne où vous êtes le petite personne qui fait juste l'écrou, hein, c'est dans cette vision là aussi. C'est voilà, vous avez une tâche, vous faites cette tâche là et vous en sortez pas. Il y avait un modèle autoritaire basé sur le sapage des besoins pour contrôler le bas, sans forcément des violences directes comme le harcèlement, mais plutôt une violence systémique, qui est proche de l'exemple de ce que subissait la vendeuse que nous avons vu précédemment. Sur plusieurs dizaines d'années, le directeur a supprimé progressivement les surveillances sur les ouvriers. Il a supprimé les pointeuses, les objectifs de performance, les cadenas sur les stocks de matériel. Donc maintenant, n'importe qui peut y aller, sans autorisation, en fonction de ses besoins. Les primes, il a annulé les postes de contremaître, et tous les postes de type manager. La pyramide hiérarchique a été drastiquement aplatie, mais il n'y a pas eu de vague de licenciements pour autant. Par exemple, les anciens contremaîtres ont été laissés libres de choisir un autre emploi, mais ils étaient toujours rémunérés durant ce choix. Propos de Jean-François Zobrist, qu'avons-nous fait de Ginette, contremaître, dont la fonction était notamment de punir les retards? Tout simplement, je lui ai dit « Ginette, vous ne pouviez pas être heureuse dans une fonction de garde-chourme, qui passe son temps à sanctionner. C'est ma faute. J'aurais dû le voir avant. Je ne touche pas à votre salaire, et vous laisse tout le temps que vous souhaitez pour trouver une fonction plus enrichissante à Favi. » Ginette a remarqué que la standardiste était très occupée, qu'il serait peut-être utile d'ouvrir le standard à midi. Elle a donc mis en œuvre cette nouveauté, et a occupé ce poste. Ce n'était pas un problème pour Zobrist de laisser les personnes un temps sans emploi dans l'entreprise. Cet aplatissement de la pyramide s'est fait aussi à travers le changement des aspects qui renforcent discrètement, mais sûrement, la domination et la supériorisation de certains sur d'autres, par les privilèges ou par plus de pouvoir. Les vendeurs, plutôt que d'être séparés de l'usine, ont été placés au centre, afin qu'ils soient avec les autres, qu'il n'y ait pas de déconnexion symbolique entre ouvriers, vendeurs, ce qui renforce le fait de travailler ensemble sur les mêmes objectifs. Ils peuvent tous voir le cœur du travail et ses périphéries, sans hiérarchiser l'un contre l'autre. Avant, les plus belles toilettes étaient réservées au cadre supérieur de l'entreprise. C'est le genre de petite violence symbolique qui construisait aussi la hiérarchisation des personnes. Il a été décidé qu'elle serait réservée aux clients, parce que la raison d'être de l'entreprise est vraiment centrée sur le fait d'apporter un soin particulier à la relation avec le client sur tous ses aspects. Le directeur lui-même faisait des efforts pour ne pas s'accaparer le pouvoir. Il s'empêchait de décider à la place d'autrui, se contentait de faire un tour de l'usine pour discuter avec les personnes. Il n'y avait pas d'injonction, pas d'ordre, pas de jugement lors de ces tours, mais un échange, un rapport social, un soutien, un renforcement de la proximité sociale. C'était l'occasion de se concilier pour résoudre les problèmes ensemble. L'information habituellement cachée aux salariés sur les chiffres, la crise, a été rendue accessible à tous, ainsi que la prise de décision. Par exemple, durant la crise économique de 2008, Jean-François Zobrist a directement informé les salariés, debout sur des cartons, au milieu de l'usine, des problèmes économiques, et leur a demandé ce qu'ils préféraient faire pour surmonter la crise. Les salariés se sont conciliés pour ne pas licencier les intérimaires, et ont préféré baisser leur propre salaire un temps pour les garder dans l'équipe. La mesure a été mise en place comme décidée par les salariés. La crise est passée sans licenciement, et selon les volontés de l'équipe. Les salaires ont ensuite été rétablis à leur niveau d'avant. L'autonomie laissée peut être également très personnelle. Les salariés peuvent décider de changer de secteur, de métier dans l'entreprise, si l'envie leur en prend. Ils peuvent monter des projets, y compris les plus ambitieux. L'un d'entre eux, Franck, a par exemple inventé son métier, faire le tour du monde pour chercher des idées d'innovation sur tous les continents, et ça a donné d'excellents résultats. Personne n'a refusé cette initiative ni ne l'a découragée. Au contraire, l'entreprise lui a donné les moyens de la réaliser. Franck a d'abord proposé le projet à Zobrist, qui a répondu « Allez-y, je suis convaincu que vous avez les qualités qu'il faut pour réussir dans ce rôle. Mais la décision ne m'appartient pas. Vous devez prouver aux équipes que ça va leur apporter quelque chose. » Ce sont les équipes qui ont donc donné le feu vert à Franck. Et l'angle des recherches est déterminé collectivement, par les besoins des ouvriers, des ingénieurs, avec qui il partage ses découvertes. L'autonomie est réelle. Ils ont tous du pouvoir, des responsabilités. Chaque mini-usine gère les dépenses pour le nouveau matériel, les décisions d'achat selon les vrais besoins et attentes de chacun. Parfois, ce matériel implique d'énormes sommes à investir, et cela se passe à merveille, de façon encore plus rationnelle et pertinente qu'avant. Parce que les salariés, étant sur le terrain tout le temps, savent exactement ce dont il y a besoin et ce qui n'est pas nécessaire, à quel moment et de quelle qualité. La proximité sociale semble être très nourrie. Les tours que fait le directeur sont des occasions de relations non exploitatrices ou manipulatrices, et qui, au contraire, sont dans l'attention de l'autre. Par exemple, il voit une salariée se sentir très mal, et il va l'aider. Un exemple, l'histoire de Dorine. Dorine est une opératrice sur machine depuis une dizaine d'années. En faisant mon tour, je la salue avec la formule traditionnelle. « Comment ça va, Dorine ?»
Et elle me répond du bout des lèvres bien. Je fais quelques pas, et ayant senti un malaise, fais demi-tour et je lui dis non, Dorine, il y a quelque chose qui va pas. Elle éclate alors en sanglots en me disant je suis pas une voleuse, c'est pas normal ce qui m'arrive. Et instantanément se crée un petit attroupement de ses collègues et amis opérateurs et opératrices de la mini-usine. En sanglots, elle me dit je vais me marier. C'est à quoi je réponds il n'y a pas de quoi pleurer. Mais elle ajoute oui, mais la banque me dit que je suis une voleuse. Alors qu'on lui a accordé un découvert, un nouvel employé de la banque en décide autrement et la pénalise d'une amende ainsi que d'un interdit à la Banque de France. Zobrist trouve la situation profondément injuste. Alors, directement dans l'usine, devant l'attroupement, il appelle le banquier et lui demande de rétablir la situation, exige que soit rédigée une lettre d'excuse à Dorine. Ce qui est un problème dans une autre entreprise est au contraire saisi comme une occasion de nourrir le besoin d'autonomie, de compétences, de proximité de social, de s'auto-terminer davantage. Par exemple, il y a eu un jour un vol de perceuse. Zobrist a laissé ce mot dans le magasin. Vous le savez. Par principe, je licencierai un voleur même d'un rouleau de papier hygiénique. Il est donc du stupide en ces temps incertains de voler une perceuse, alors que jamais le service entretien n'a refusé de prêter de l'outillage. Plus rien n'a jamais été volé ensuite. Zobrist a un style particulier, qui pourrait être perçu comme ayant des allures autoritaires. La remarque menaçante sur le licenciement, par exemple. Ou encore le fait de prendre en charge le problème extérieur de Dorine. Cependant, le rappel qu'il est possible d'emprunter les outils pour un usage personnel ne l'est en rien, puisqu'il est une possibilité supplémentaire laissée aux salariés. Tout cela est cimenté par un sens donné de l'activité, du sens dans la façon dont est conçue l'activité. Frédéric Laloux parle de raison d'être de l'entreprise. Jean-François Zobrist conçoit comme la plus grande des richesses de l'entreprise les personnes qui font, pas les fonctions périphériques du type de celles du haut de la pyramide. Il n'y a pas de performance sans bonheur. Nous considérons que pour être heureux, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut être responsable. Pour être responsable, il faut savoir pour qui et pourquoi on fait les choses, mais être libre du comment on le fait, tout en comptant sur une assistance quérable. La performance ne vient en aucun cas de la structure, qui bien souvent est constituée de gens importants, qui tirent leur importance du fait qu'ils accordent beaucoup d'importance à des choses qui n'ont strictement aucune importance. Et l'importance qu'ils donnent à ces choses sans importance bloque, masque la transmission d'informations venant du client. Heureusement, souvent ces gens sans importance jouent tranquillement entre eux et n'interfèrent que peu sur la vie de l'entreprise. Cela d'autant plus qu'ils adorent les diffusions confidentielles, qui ne doivent pas sortir de leur cercle très fermé. On peut imaginer une entreprise sans structure, alors qu'on peut difficilement l'imaginer sans opérateur. Voilà pourquoi pour nous les gens les plus importants sont nos opératrices et nos opérateurs. Plus encore, il a inséré une éthique sur le fait de faire absolument confiance en l'humain, pour plus de liberté, partant du principe que l'humain est bon plutôt que mauvais. Considérant que l'homme est bon, et que s'il arrive en retard, c'est qu'il n'a pas fait exprès, qu'il vaut mieux s'inquiéter de la cause de son retard, convivialement, pour éventuellement y apporter une solution, plutôt que de bêtement diminuer son salaire. A ce titre, il peut parfois arriver que notre service entretien répare des mobylettes, et il arrive régulièrement que des opérateurs et des opératrices en accord avec leur leader changent d'équipe, ou adaptent leurs horaires quand un enfant est malade. Les principes, l'homme est bon, et chacun doit chercher l'amour de son client, sont les règles simples de base de notre système complexe. Quand l'homme n'est pas bon, ce n'est généralement pas sa faute, mais c'est celle de la structure, donc de la mienne, à moi, le chef. Le sens de l'activité est également plus fort que dans une usine classique, parce que des aspects du taylorisme ont y été détruits. Les ouvriers visitent et rencontrent souvent leurs clients, voient les résultats de leur travail, sa résonance. Souvent, c'est un échange prolifique. Les salariés ajustent leur travail pour faciliter le travail du client. Il y a une harmonie recherchée avec d'autres environnements sociaux, une interdépendance rendue visible, concrète, proche, qui montre la vue d'ensemble du travail, ses répercussions bénéfiques. Autrement dit, ici, toutes les conditions requises pour combler les besoins fondamentaux sont présentes. Les fondements de la structure sociale remplissent les conditions requises pour l'autodétermination de ses membres à tous les niveaux. L'autonomie étant satisfaite, on voit alors de nombreuses émergences, c'est-à-dire des comportements qui n'étaient pas prédictibles ou imaginés au préalable, mais qui émergent des conditions de liberté, d'initiative possibles, et donc du potentiel plein fonctionnement des personnes. Par exemple, Laloux rapporte qu'un ouvrier a utilisé du cuivre pour modeler des figures du Père Noël et des rennes, et les a mises dans un carton de produits à destination d'autres ouvriers sur d'autres chaînes de montage. D'autres ouvriers ont depuis repris son idée, et pendant l'année, à l'improviste, ils ajoutent des figurines de cuivre à leurs expéditions, comme des petits signes d'amour qu'ils adressent à leurs homologues des chaînes de montage de Volkswagen, de Volvo, qui découvriront ces figurines quand ils ouvriront les cartons de pièces. Les personnes étant perçues avec confiance, ayant des conditions remplissant leurs besoins fondamentaux, peuvent mettre en œuvre des idées ambitieuses pour faire bien leur travail, parce qu'elles veulent le faire bien. Parfois, cette émergence est totalement étonnante. Un jour, une équipe a rencontré un souci technique qui aurait pu entraîner quelques heures de retard sur la date de livraison du produit. Ils ont alors décidé de louer un hélicoptère afin de livrer dans les temps.
Le client en a été extrêmement surpris, il a téléphoné en disant qu'il avait encore des pièces, qu'il n'était pas pressé au point de faire la livraison par hélicoptère. Zobrist lui a répondu que certes ça pouvait paraître excessif, mais que l'équipe voulait affirmer par là son implication et l'attention donnée à leur travail, et que ça, pour lui, ça n'avait pas de prix. Best manager ever. Ah bah c'est sûr que dès que vous faites des trucs un peu intéressants, mais c'est là où tu vois l'intérêt. En fait, on a une vision dans le monde du travail qui est mis en avant par nos écoles, notamment de commerce, de management, de marketing, où le manager, c'est un chef. C'est quelqu'un qui va donner la direction et puis c'est tout. Et en fait, si tu te rends compte, là, ce que lui, il fait, concrètement, alors certes, sur certains points, comme ça a été dit, il vient avec un côté un peu autoritaire, mais dans la plupart des cas, il n'est pas un chef. Dans la plupart des cas, il laisse faire les autres. Et il leur dit, vous avez le pouvoir, vous pouvez vous organiser, vous décidez de ce que vous faites et de comment vous le faites. Notre but, c'est ça. Parce qu'on a défini ensemble que c'était notre but. Ça aussi, c'est un point qui est important à mettre en avant. C'est que même le but, c'est pas lui. Notre but, c'est ça là-bas. Non, il a dit, écoutez, nous, notre entreprise a fonctionné comme ça jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quel est notre but à nous ? Là, ensemble, quel est notre but ? Et ensemble, ils ont dit, notre but, c'est ça là-bas. Ok. C'est ça notre but, très bien. Et ben on y va. Allez, on a décidé ensemble que c'était notre but, on va faire ce qu'il faut. Et quand tu vois que justement il y a des questions qui se posent, au final, lui, il a plus vraiment cette position de chef. À plein de moments, il a clairement pas la position de chef, puisqu'il a plutôt une position à la limite de leader. Et c'est là déjà une différence. Il a plus une position de la personne à qui on va laisser éventuellement peut-être on va dire c'est même pas un choix, mais le travail de réunir peut-être les avis de tous et de du coup laisser au collectif libre de ce travail-là de réunir les avis de tous. Et c'est quand même l'avis commun qui décide. C'est pas lui qui vient et qui dit écoutez, je vous ai tous entendu et donc on va faire ça. Il dit bon voilà, globalement vous avez dit ça, vous êtes en majorité à dire qu'il faut aller faire ça. Donc puisque vous êtes en majorité à dire qu'on va faire ça, on va aller faire ça. Et c'est déjà une différence notable, et c'est une différence qui est concrète, qui a un apport concret, puisque du coup les gens se sentent satisfaits, ils ont décidé, ils ont du pouvoir sur ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à mon avis, V6 dit le terme empuissantement, c'est parce que de fait, ils sont en puissance, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui ont déterminé dans quelle direction ils allaient, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé, ainsi de suite, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont décidé. Et c'est ça qui est vachement intéressant, et c'est là où, du coup, pour moi, c'est même pas un manager, c'est même plus le cas. Là-dessus, il ne manage pas les gens, parce que manager, c'est pas sans raison ce terme. Et là, en l'occurrence, c'est même plus le rôle qu'il a. Il est même plus un manager. Il est même plus un manager. Là, à la limite, c'est un observateur et un rapporteur. Il va noter, il va observer, il va noter, et il va leur dire voilà, vous dites ça. Bah du coup, c'est vous qui dites. Point. Et il va même pas dire bon bah écoutez, il faut faire ça comme ça. Au final, il est même pas en train de manager. Mais comme on le voit, ça marche de ouf très bien. Ça marche de ouf très bien. Et c'est pas sans raison. C'est pas sans raison. Est-ce que cet environnement est autodéterminant ? L'autonomie. Tout ce qui s'opposait à la satisfaction du besoin d'autonomie a été supprimé. Suppression des pointeuses, des postes liés au contrôle, des cadenas sur les stocks, de la rétention d'informations, des avantages symboliques et économiques liés à la hiérarchie. Non seulement il n'y a pas de menace à l'autonomie, ni aux autres besoins, mais au contraire elle est encouragée. Les salariés peuvent prendre toutes les initiatives qu'ils pensent intéressantes, que ce soit la façon d'organiser leur travail, leur changement possible de rôle, le remplacement de matériel, l'organisation de projets ou d'idées. La compétence. Les ouvriers peuvent avoir une vision globale de leur travail et s'en charger sur tous ces aspects. Le but sont donc plus clairs et motivants. Étant autonomes, ils peuvent mieux ajuster et configurer eux-mêmes leur travail. Ils sont libres de comment, y compris sur des fonctions qui leur sont habituellement retirées. Achat du matériel par exemple. Comme toutes les initiatives sont encouragées, ils peuvent créer eux-mêmes des façons de faire, de suivre des projets qui les intéressent. Il n'y a aucun sapage de la compétence. La proximité sociale. La confiance en l'humain étant une éthique appliquée, ils se sentent plus intégrés, plus reconnus, plus proches les uns des autres. La conscience de l'interdépendance est favorisée, entre clients et ouvriers, entre ouvriers et vendeurs, etc. Ce qui nourrit la proximité sociale, favorise l'émergence de la solidarité, l'entraide, la compassion. Durant la crise, lorsque les ouvriers ont fait en sorte de revoir l'organisation des salariés, afin qu'il n'y ait pas de licenciement, il n'y a aucun sapage de la proximité sociale. Besoins physiologiques et de sécurité, ils ne sont pas évoqués, ce qui généralement est signe qu'ils ne posent pas de problème. Les personnes dont les besoins physiologiques ou de sécurité sont sapés évoquent cela très rapidement, sont très préoccupées par des situations liées à ceci. Par exemple, la préoccupation au sujet des pauses, ce qu'on verra beaucoup dans d'autres obstacles. Hop.
La désobéissance altruiste. La confrontation BF. Hop là. Comment changer les paradigmes lorsqu'on est officiellement sans pouvoir? Ni futur dirigeant, ni chef de quoi que ce soit, mais néanmoins conscient que la structure autoritaire subie est un problème et qu'on veut agir du bas pour la changer. Les notions de la SDT et l'expérience concrète des environnements puissantants nous mettent dans une vision à la troisième personne, façon jeu de gestion ou de stratégie, où l'on pourrait avoir une prise sur l'environnement en décidant de sa politique. Or, pour la majorité d'entre nous, dans nos vies, nous traversons des environnements sociaux en vue première personne, davantage façon jeu de FPS ou RPG, que ce soit lorsque nous sommes enfants, élèves, étudiants, subordonnés, usagers d'institutions, citoyens, etc. Autrement dit, en vue première personne, on ne peut pas changer les règles d'un environnement problématique directement. On peut tout au mieux influencer vaguement l'idée qu'il faudrait les changer à celui qui supervise, si le superviseur auquel on a accès a du pouvoir, ce qui est assez rare. Qui peut-être fera remonter cela à toute la chaîne hiérarchique, se partageant des minuscules parts de pouvoir, et croiser les doigts pour que l'idée ne soit pas tordue lors de ce voyage. C'est là où encore une fois on revient sur l'importance, là ce qui s'est passé avec l'entreprise juste avant, qui est mis en avant, c'est que c'est la tête dirigeante qui était la personne on va dire la plus autoritaire, enfin qui avait le plus d'autorité dans le système autoritaire précédent, qui a décidé de changer les choses, qui a décidé de laisser la possibilité de changer les choses. Si vous n'avez pas ça, si la direction n'a pas envie de changer, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que justement, vous n'avez pas accès au pouvoir qui permet de dire bon, on va changer la structure, allez, vas-y, chaud patate, on va faire sauter les managers, on va faire sauter les petits privilèges, genre d'avoir des meilleures chiottes et ainsi de suite. Tu peux pas, si tu es juste l'employé tout au bas de l'échelle, tu ne peux pas, tu n'as pas le pouvoir pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'enclencher ce changement. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on fait? Et c'est ça aussi qu'on va essayer de mettre en avant avec la confrontation. Pour rappel, selon la SDT, il y aurait 3 besoins fondamentaux sur lesquels se concentrer pour favoriser l'autodétermination des personnes dans l'environnement social dans lequel on vivrait. L'autonomie, la proximité sociale et la compétence. Si on nourrissait bien ces besoins plutôt que de les frustrer ou de les saper, alors on autodéterminerait plus. C'est-à-dire qu'on serait plus libre de se développer profitablement et heureusement, pour soi, pour les autres. On aiderait les personnes à s'autodéterminer plus, l'environnement à être plus autodéterminateur. On penserait par là même qu'à travers ce nourrissement des besoins, on pourrait être, ou que l'autre puisse être dans le bien-être, être authentique, vivre du bonheur hédonique, se sentir à exercer pleinement vivant et en développement. Ce serait un but souhaitable. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un pouvoir officiel pour cette quête? En fait, il y a quantité d'interactions où l'on peut nourrir directement les besoins de l'autre, que ce soit avec ses amis, ses proches, sa famille, ses collègues, des inconnus, etc. Certes, un environnement autoritaire ne se transformera pas pour autant, mais comme les vendeurs voisins de l'exemple en obstacle, c'est déjà opposer une résistance au système autoritaire que de nourrir les besoins de ses cibles, parce qu'on empêche son travail de sapage, de domination, et on participe à réempuissanter la cible. Mais on peut aller encore plus loin dans notre quête, notamment en désobéissant de façon altruiste. Pour cela, nous aurions besoin de bien comprendre ce qui sape les besoins, comment ils les sapent, quels sont tous les facteurs qui influencent ce sapage. Ainsi apparaîtrait tout ce qui pourrait au contraire les nourrir. C'est l'étape comprendre. Il s'agit de devenir expert de l'environnement, y compris hors de son cadre de jeu. Comprendre là où il y a absence de règles, de normes. Comprendre ce qui n'y est pas joué, mais bien présent. Là où il n'y a pas de contrôle, trouver les possibilités inexploitées. Puis, il s'agirait de viser un soutien des personnes, sur la base de cette expertise, ce qui permettrait de tester aussi la rigidité de l'environnement à l'encontre de l'altruisme. Se développeraient alors des idées de hack, qui bloqueraient les processus de destructivité pour être remplacés par des actions, puis des modèles de nourrissement des besoins. Comprendre la situation et comment elle nourrit, frustre ou sape les besoins. Tout d'abord, comprendre qu'une situation sape les besoins n'est pas forcément quelque chose qui se fait d'emblée de façon automatique. On voit que la vendeuse comprend l'injustice du comportement de la patronne, ses dérives, parce qu'elle a sans doute la chance d'avoir pu vivre le contraire. Pour certains, le sapage a été la norme toute leur vie, où ils peuvent porter des idéologies qu'ils estiment bonnes. Autrement dit, ils peuvent avoir internalisé le mode de fonctionnement autoritaire comme bon, que la souffrance endurée est une force, que les ordres stricts et arbitraires sont signes d'être un bon chef, et que se soumettre permettra le respect, la montée en hiérarchie, prouvera leur force. Le désobéissant altruiste va d'abord se départir de cette illusion autoritaire pour voir la souffrance comme une souffrance, l'insensé comme étant insensé.
Autrement dit, il tentera de voir les choses telles qu'elles sont, sans rationaliser. Il pourra aider l'autre notamment en montrant cette compréhension sans rationalisation, en disant les choses telles qu'elles sont. Selon les situations, comprendre profondément est donc un parcours en soi qui peut être rendu difficile, long, mais qui à terme pose les bases à s'autodéterminer, ne serait-ce que parce qu'il libère alors le choix de refuser de perpétuer ses souffrances sur soi et autrui. On verra plus tard, dans les thèmes de vie en extension, que cela peut même devenir le sens puissant et autodéterminé d'une existence, que d'avoir compris l'injustice de certaines souffrances vécues ou perçues, et de vouloir lutter contre. Comprendre, c'est donc d'abord collecter un maximum d'informations sur la situation, sur tous ces éléments, porter une attention sensible et donc croire aux émotions qu'elles éveillent en nous ou chez les autres. Sur tous ces éléments, c'est la base pour établir ensuite des tactiques appropriées. Ce travail peut être impossible pour une cible trop sapée par l'oppresseur, car son énergie peut être totalement ravagée. L'œuvre du tiers, du spectateur, est alors fondamentalement pour aider à comprendre, quand bien même il n'est pas directement un acteur de la situation. Son attention sera essentielle et son action beaucoup plus puissante pour aider à résoudre la situation, car il n'est pas cible. Il peut aider à désigner la souffrance comme telle et la déconnecter d'une faute de la cible. L'oppresseur a tendance à rejeter la faute sur la cible, ce qui lui permet de justifier ses violences, comme si elle méritait d'être violentée. Lui apporter un refuge où ses besoins sont reconstruits, l'aider à fuir sans risque, l'aider à se connecter à des environnements plus nourrissants, donner du courage et de la motivation, réparer les dégâts, etc. Donc, par comprendre, il va s'agir de comprendre comment la situation sape ou nourrit les besoins. Et ce comment est comme une enquête où toutes les informations sont dignes d'attention, qu'elles soient dans l'environnement, mais aussi dans l'expérience sensible des personnes en présence, surtout celles qui permettent de saisir le systémique. Par exemple, les hackers sociaux altruistes que j'ai pu voir au travail avaient compris que les locaux à poubelle étaient un moyen idéal pour cacher de la nourriture dans un endroit propre, puis la donner aux SDF. Les locaux de ménage, affligés de préjugés, de dégoût symbolique de la part des autorités, étaient des refuges où tout était possible. Je les ai vus feindre la soumission totale avec expertise, tout en désobéissant strictement à tous les ordres qui étaient injustes et en diffusant collectivement ce mode de désobéissance aux autres. Tout comptait. Ainsi, dans ma carrière, j'ai vu des cartons, des ciseaux, des gants, des poubelles, des stylos, des sols mouillés, et j'en passe, devenir des objets permettant de déconstruire les contrôles, de libérer les autres, de nourrir leurs besoins. Parce que ces objets étaient liés à des comportements particuliers, par exemple les sols mouillés amorçaient chez certains des déplacements différents, qui changeaient la dynamique sociale et permettaient par ailleurs de combler des besoins ou d'empêcher des sapages. Toute information sur l'environnement physique ou social peut compter, parce qu'elle peut ensuite être bidouillée et servir un but plus altruiste. J'espère que ça vous plaît bien, hein, que vous trouvez ça cool. Là, on va rentrer dans des trucs vachement cool par rapport au monde du travail en vrai. Soutien des besoins fondamentaux. Il va s'agir de nourrir les besoins des personnes et ou de nourrir ses propres besoins fondamentaux, ne serait-ce que pour réparer ce qui a été détruit par les environnements problématiques. En tant que tiers, la tâche est plus aisée, puisqu'on n'est pas la cible de l'environnement problématique, on n'a pas subi de conditionnement de la part de cet environnement. Il est donc fondamental pour un tiers de ne pas rester passif, de ne pas s'illusionner par une position neutre face à une situation qui cause de la souffrance, car ce serait la meilleure des collaborations avec l'environnement problématique que de la laisser œuvrer à son sapage ou à ses manipulations. Il s'agit d'intervenir autant que possible, sans pour autant être tête brûlée et vouloir jouer les héros directement. Il y a d'abord à comprendre parfaitement la situation, ses limites. Et pour cela, on l'a vu, il s'agit d'extirper le maximum d'informations de la situation. Même la prise d'information peut déjà être une intervention soutenante. Poser une question, même totalement hors sujet à quelqu'un qu'on voit oppresser une autre personne, c'est le stopper dans ses actes, le séparer de sa cible, lui faire porter attention sur autre chose. Intervenir n'a pas à être directement héroïque. Souvent, ceux qu'on considère comme héros commencent justement par ce genre d'actes qui sont tout simplement de l'ordre de la prise d'information. Et lorsqu'on agit, même de façon hors sujet, même s'il ne s'agit que d'un mouvement, d'une question, nous voici changer de rôle et devenir acteurs de la situation, nous y engager. Le processus d'engagement, qu'il soit positif ou négatif, a tendance à s'accroître dans un mécanisme d'escalade. On s'engage de plus en plus dès lors qu'on a mis un pas à s'activer dans une situation, sans même l'avoir vraiment planifié. C'est un mécanisme particulièrement vertueux lorsque cet engagement est altruiste et il nourrit les besoins fondamentaux. C'est ce qu'on voit chez les commerçants voisins. Ils ont compris la situation, ils ont soutenu. Peut-être que si la situation avait duré plus longtemps, ils auraient continué à augmenter leur aide en tentant de changer les politiques de la patronne. D'ailleurs, ils l'ont peut-être tenté par d'autres employés ou par la vendeuse, sans qu'elle soit au courant.
Peut-être en faisant appel à des institutions autres, inspection du travail, syndicats, ou encore en aidant la cible à faire appel à ces institutions. L'idéal est donc un mécanisme d'escalade des tactiques de soutien. On commence par des petits actes, on les teste, on voit si ça fonctionne, et puis on teste plus grand, et ainsi de suite. La progression prudente, sa furtivité, est fonction de la réaction du système en face. Plus il est autoritaire, plus la furtivité sera nécessaire, parce qu'il y aura alors beaucoup d'instances de surveillance, de contrôle, qui laissent très peu de place à l'acte autonome. Cependant, il y a toujours des zones de non-surveillance, ne serait-ce qu'à l'extérieur de l'environnement. Si l'environnement problématique est le travail, les personnes peuvent échanger à l'extérieur de celui-ci pour planifier l'action. Si c'est la famille, ce sont les collègues de travail ou les amis ailleurs qui peuvent aider, etc. Je l'ai déjà lu, même si je me souviens plus de tout, c'est vraiment intéressant. Après, j'essaye toujours de savoir ce que je peux faire pour être acteur d'un minimum de changement là où je travaille, et c'est pas si évident. Non, tout à fait. Le hacking social, c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça en claquant des doigts et vous dire ah c'est bon, j'ai fait un truc, tout va bien, je suis le plus beau gosse. Non, on est loin de là. Malheureusement, très loin de là. Très loin de là. C'est des choses qui se travaillent sur le long terme, c'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses où des fois on échoue, c'est des choses où des fois on a juste tapé dans l'eau, hein, on a mis un coup d'épée dans l'eau comme on dit. C'est des choses qui sont très progressives et c'est vrai que c'est compliqué. Si, je suis le plus beau gosse par contre, tranquille. Mais effectivement, le hacking social, c'est une notion qui est très importante. Hein. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le hacking social, bon, déjà, il y a une commande spéciale dans le chat. Hein. D'ailleurs, je vais vous la remettre. Ah, j'ai ma souris qui est désactivée. Voilà. Hop. Voilà. Donc, allez sur la chaîne YouTube et allez sur le blog de hacking social parce que c'est bien. Voilà, déjà, renseignez-vous, c'est bien. Regardez du bon contenu. Et au-delà de ça, le hacking social, c'est vraiment cette manière d'essayer de reprendre un peu possession du travail et de ces milieux sociaux qui peuvent être très oppressants, très autoritaires, par des détournements de tout un tas de choses. Par exemple, tout à l'heure, elle parlait de notamment même de l'eau mouillée peut être une forme de hacking social. Pourquoi ? Prenez le cas où vous avez plusieurs services et vous avez par exemple un manager qui a tendance à faire un tour des services et qui se trouve être un manager un peu pervers qui fait des réflexions très déplacées à une employée. Là, en tant qu'employé chargé du nettoyage, juste de l'eau mouillée peut suffire à calmer le jeu. Pourquoi ? Parce que si vous mettez de l'eau mouillée, si vous êtes en train de laver le sol juste devant le bureau de cette dame qui se fait malheureusement harceler, bah vous avez des chances non négligeables que par exemple le manager il détourne son chemin et qu'il aille ailleurs. Et là, du coup, vous avez protégé cette personne. Vous avez fait du hacking social. C'est vraiment très con. C'est vraiment très con. Mais ça suffit. Un sol mouillé, pardon. J'ai dit de l'eau mouillée. Non, un sol mouillé. C'est mieux un sol mouillé. Mais du coup, voilà. Vous voyez l'idée. Vraiment, n'importe quoi peut servir. N'importe quoi peut être détourné pour permettre de protéger autrui, de se protéger soi dans le monde du travail ou dans d'autres conditions, encore une fois, sociales. Là, on parle du monde du travail particulièrement, mais même dans d'autres conditions, vous avez des moyens de détourner ce qui vous entoure et justement d'essayer de vous protéger ou de protéger autrui. C'est des choses qui peuvent être effectivement pas forcément simples et on n'a pas forcément l'idée de se dire « Attends, si je mouille le sol, en fait, je vais réussir à la protéger du harcèlement ». Mais en fait ça peut marcher, ça peut servir ne serait-ce qu'un tout petit peu à la protéger. Peut-être que si elle se prend pas un taclé dès le début de la journée, elle passera mieux sa journée quoi. Vous voyez, c'est peut-être très bête, et peut-être que ça va pas la protéger de beaucoup d'autres choses, certes, mais au moins vous avez pu la protéger sur au moins un aspect. Et ça c'est déjà un bon début. Et ça c'est des choses que vous pouvez faire dans plein de situations de travail par rapport à plein de trucs. Un des soucis là où je travaille, c'est que mon groupe est totalement divisé. La cohésion d'équipe est pratiquement inexistante à cause de la structure. Statut différencié, manager qui participe à la division des individus, etc. Ouais, ça c'est souvent un problème. On a vraiment une manière de faire le travail et d'organiser le monde du travail, encore une fois en France et globalement dans le monde on va dire occidental, qui est très pyramidal, avec vraiment une manière de faire des classes, des classes différentes, avec des statuts différents, et ça se passe par plein de choses, ça se passe par le discours, ça se passe par des petits privilèges à la con. Tout à l'heure on parlait notamment des toilettes qui étaient de meilleure qualité pour le patronat, plutôt que les toilettes toutes pourries qu'il y avait pour les ouvriers. C'est une violence qui est symbolique, mais c'est une distinction qui est symbolique, mais c'est une distinction, c'est une violence. Et ça, vous en avez à plein de niveaux. Et on a vraiment une manière, on va dire, systémique de le faire dans notre manière de faire le monde du travail. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent, extrêmement répandu, et qui pose extrêmement problème en fait. Hein. C'est vraiment. Tac. Face aux environnements autoritaires.
il y a une très forte possibilité d'être directement empêché d'aider lorsqu'il y a confrontation ouverte, même lorsqu'elle est pleinement justifiée. Le seul développeur de la boîte où je travaillais, qui maîtrisait une certaine techno, a eu des problèmes de santé, et malgré les ordres de mon boss, j'ai refusé de lui amener un ordi pour qu'il travaille depuis son lit d'hôpital. Je me suis retrouvé au placard, et plus d'alternance. Soutenir peut être rendu impossible si ce soutien est ouvertement connu. Les environnements autoritaires poussent le tiers à œuvrer de façon furtive, parce que c'est la seule façon d'aider. Mais dans l'exemple cité au-dessus, difficile d'œuvrer furtivement. Faire croire qu'on allait envoyer l'ordinateur alors qu'en fait non, aurait été su. Et les divers mensonges altruistes permettant de gagner du temps, je n'ai pas eu le temps, ma voiture était en panne, je n'ai pas trouvé l'ordinateur, auraient été identifiés comme des mensonges de toute manière. Peut-être qu'il aurait été possible d'impliquer les soignants de l'hôpital, qui auraient peut-être pu fermement interdire au patron la présence de l'ordinateur dans la chambre d'hôpital, étant donné que les médecins sont des figures d'autorité. Peut-être que cela aurait pu avoir un effet. Cependant, l'hôpital étant en mauvaise passe organisationnelle, manque de moyens, surmenage, sans blague, et encore en toute puissance, je sais plus quand est-ce qu'il a été publié, mais je suis pas sûr qu'il a été publié avant le début de la pandémie ou qu'il a été écrit avant le début de la pandémie. Mais bon, ouais, voilà, disons que potentiellement c'est encore en pire état, enfin, si c'était possible, et ils ont réussi à le faire, hein, l'hôpital est en pire état qu'il ne l'était il y a quelques années, et pourtant il n'était pas en bon état. Hein. Bref, leur demander ce soutien aurait pu être difficile. Le soutien n'a donc rien d'anodin, de bisounours, de gentillet. Il est déjà une opposition aux environnements autoritaires, sapants. Ces environnements fonctionnant sur le fait d'écraser les besoins d'autrui. Faire le contraire en les soutenant est une désobéissance. C'est jouer contre leur politique, même lorsqu'il s'agit de petits actes. Lorsque j'étais barista, je faisais souvent des petits gestes de hacking social. Lorsque des clients voulaient m'acheter une bouteille d'eau, je prenais toujours le temps de les informer que demander un verre d'eau, ou plusieurs, est gratuit. Je suis au Canada. À la fermeture du commerce, au lieu de jeter les pâtisseries comme demandé, je les rapportais chez moi et je les donnais à mes amis, à mes voisins, où je les mangeais. Quand je travaillais au fast-food, je récupérais des invendus pour les distribuer aux SDF. Notre manager l'avait interdit, mais il y avait un coin du magasin hors caméra. Cela paraît petit, mais c'est tout de même une opposition à la politique du profit en soi, que de viser le fait que ces personnes payent le moins possible, ou encore de donner alors que c'est interdit. Et le fait que ces petits actes soient une désobéissance montre par effet de miroir que l'environnement empêche de nourrir les besoins d'autrui, exerce une forme de contrôle et d'autorité contre les besoins fondamentaux des personnes, plutôt que de chercher à les nourrir. Bidouiller, hacker pour supprimer les facteurs sapants et que le système nourrisse plus les besoins fondamentaux. Il va s'agir de bidouiller la situation pour des visées altruistes, de régler les problèmes avec astuce, ruse, créativité. Dans le cadre des besoins fondamentaux, il s'agit donc de modifier des éléments, en ajouter et ou changer des interactions avec le système afin de viser le comblement des besoins fondamentaux et l'annulation de ce qui les détruit. Le hack chez les commerçants était d'occuper la patronne pour libérer la vendeuse, par exemple. Si le soutien représente la visée, le bidouillage et le hack représentent les techniques, les stratégies pour atteindre ces visées. Là aussi, il peut y avoir une escalade vertueuse des hacks, parce qu'à force de petites actions réussies ou non, le hacker social développe sa compétence, sa connaissance du système, et toute tentative, ainsi que son résultat, donne des informations supplémentaires permettant d'affûter ses stratégies. Par exemple, une personne durant la Seconde Guerre mondiale qui s'est mis à falsifier des documents pour aider, que nous évoquerons dans l'extension sur la personnalité altruiste. Je travaillais dans la préfecture de Poitiers, où ils délivraient les nouvelles cartes d'identité. Je ne me souviens plus qui m'a demandé la première fois des cartes d'identité, mais j'ai quand même décidé de le faire. Au début, je savais pas comment faire, alors j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai commencé par chercher quel bureau à la préfecture tapait les cartes. Je prenais mon déjeuner avec moi et quand tout le monde était parti, entre midi et 14h, j'allais dans ce bureau. Je prenais des cartes vierges et en utilisant la même machine à écrire, je les remplissais. Je mettais aussi la photo, le timbre, j'ajustais également la date de naissance. Mais c'était pas une très bonne idée, car si quelqu'un vérifiait, le numéro ne correspondrait pas au registre du dossier conservé au bureau. J'ai donc décidé de voler 2 de ces classeurs et d'utiliser les numéros pour les identifiants, car personne ne pourrait les vérifier. Mais plus tard, j'ai trouvé que c'était trop dangereux, et j'ai remplacé les classeurs. Quand j'ai appris que tous les papiers de la ville de Nantes avaient été détruits à cause des bombardements, j'ai utilisé cette ville comme lieu de naissance, car elle aussi n'aurait pas pu être contrôlée. Finalement, j'ai trouvé quelque chose de bien meilleur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre, car je devais regarder autour de moi et regarder les autres, et j'étais également très occupé. J'ai réalisé que tout ce dont nous avions besoin pour obtenir une nouvelle identité était une ancienne. J'ai donc décidé de faire vieillir mes cartes. Je les piétinais pour les rendre vraiment sales. Je les lavais à la lessive.
Les personnes pouvaient alors apporter ces cartes au bureau approprié et en demander de nouvelles. Ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, ça. Ça c'est très très bon, ça. C'est très très bon. Ces techniques de hack sont totalement liées au contexte particulier. On ne peut pas donner une recette précise, chacun est l'expert de son contexte, de son environnement social particulier. Cependant, tout implique que le hacker social ait des motivations solides, très ancrées dans le réel, et tous ces petits détails, et cela lui demande de l'astuce, de bonnes capacités à résoudre les problèmes, une haute flexibilité mentale, un fort pragmatisme. Les témoignages rapportent une satisfaction, notamment des besoins d'autonomie et de compétences, parfois quelques nouveaux liens sociaux puissants, solidaires dans la désobéissance. Malgré les risques et les dangers de la situation. Mais le point commun de ces hackers sociaux, c'est qu'ils ne sont pas des cibles directes, du moins ils ne sont pas encore considérés comme suspicieux. Mais ce sont des tiers qui s'engagent dans la situation, parce que la souffrance d'autrui, l'injustice, la passivité leur est insupportable. Ils saisissent les pouvoirs qu'ils sont à disposition et les accroissent au fur et à mesure des victoires, mais prendre en compte les actions ratées est tout aussi important que le développement de leurs compétences. Encore une fois, cela montre qu'il est fondamental pour les spectateurs de sortir de toute passivité, aux tiers de s'engager, parce que c'est parfois le seul espoir pour des cibles à qui toute capacité a été sapée. Cependant, le travail de hacker social est plus intense que juste soutenir, parce qu'il s'agit de stopper le sapage, de l'entraver, de gripper les mécanismes de destruction, mettre le système autoritaire en difficulté de fonctionnement, voire d'amorcer un autre mode de fonctionnement. Quand il y a œuvre de long terme, solidaire, une équipe peut fonctionner totalement différemment du jeu attendu, l'autorité croyant qu'elle a une emprise sur les buts, sur les règles, sur les façons de faire, et finalement, le quotidien peut être totalement inverse. Les hacks peuvent littéralement transformer positivement la vie des gens. Ici, une personne supprime des factures pesant sur des individus. Je suis plusieurs centaines de dossiers, c'est du suivi, malheureusement beaucoup de facturation. Et dans quelques cas, les planètes s'alignent. Quand je peux, je fais disparaître des dossiers. Je n'ai dû fait perdre que quelques milliers d'euros, mais c'est déjà ça. Ça implique de falsifier de nombreux logiciels, documents, pour une seule personne, surtout pour éviter les contrôles de notre comptabilité. Mais dès que j'ai l'occasion, je fais disparaître des dossiers. Tout est surveillé à plusieurs niveaux de la hiérarchie maintenant. Il faut comprendre le système pour le contourner. Idéalement, je détruis la machine de l'intérieur, mais je suis pas un rouage assez important. Idéalement, je détruirai la machine de l'intérieur, mais je ne suis pas un rouage assez important. La logique de l'environnement social dans lequel il désobéit est autoritaire et très problématique. La mentalité au sein de l'établissement, fric, logique entrepreneuriale. Je vomis mentalement chaque jour de taf. Cette logique, c'est... Si je dis du fascisme, je vais sonner conspirationniste. Non, c'est transformer les personnes en argent. C'est de la réification. On perd le rapport à l'humain. On entre dans une logique de profit. Le mot n'est pas prononcé, jamais. Mais la question que j'ai le plus souvent de mes supérieurs, c'est... Est-ce que tu es à jour dans tes factures? En soi, je suis encore heureux, je suis encore chanceux. Je ne mets personne à la rue. Mais ça fait 6 mois que je cherche du travail ailleurs. 2 collègues ont déjà fait un burn-out. Une 3e est sur la voie. Les hacks eux-mêmes sont très variés, mais on retrouve des mouvements communs qui peuvent être exportés à différents milieux, tels que l'arrêt de la surobéissance, la pseudo-obéissance. Le groupe fait croire qu'il obéit, mais en fait fonctionne à l'inverse, ou différemment de ce qui est demandé. La désobéissance, le lancement d'alerte, faire sortir des informations, les révéler au public, la protestation. Évidemment, ces tactiques ne sont pas vertueuses en soi, tout dépend de leur visée, comment elles sont mises en œuvre, le contexte, etc. Mais lorsqu'elles visent la quête de satisfaction des besoins fondamentaux de tous, elles sont non seulement légitimes, vertueuses, mais elles sont nécessaires pour surmonter des problèmes, parfois graves. Il y a aussi différents niveaux à ces tactiques. Elles peuvent être un mouvement totalement isolé, un individu qui se met à désobéir face à des ordres qui causent de la souffrance, comme s'inscrire dans un mouvement plus collectif. Par exemple, la falsificatrice qui a commencé son activité en entraide avec un groupe résistant. Selon la situation, il peut même y avoir plusieurs environnements sociaux très larges qui œuvrent de concert à une désobéissance ou à une résistance. Ces différents niveaux de collectivisation de la résistance ou de désobéissance ne sont pas hiérarchisés comme systématiquement mieux s'ils sont collectifs et répandus, puisque ce n'est pas gage de réussite ou d'effet à long terme, et un individu seul ou très isolé peut avoir un impact parfois mondial. Edward Snowden, Edward Snowden, Alexandra Elbakian, etc. Est-ce autodéterminateur? La confrontation avec des environnements autoritaires sapant les besoins fondamentaux, et non seulement une œuvre altruiste qui nourrit autrui, rend les environnements sociaux moins destructifs.
mais qui est également un parcours où le désobéissant, l'activiste, le hacker social développe sa propre autodétermination. Dans les besoins d'un déficit physiologique, de sécurité, d'estime de soi, la désobéissance altruiste permet d'aider les autres à combler leurs besoins à déficit, et aussi parfois ceux fondamentaux. Autonomie. Tous les témoignages des personnes s'étant confrontées à des environnements destructeurs afin d'aider autrui témoignent d'une forte autonomie. Elles ont pris le risque d'aller à revers de ce que l'environnement social recommandait, afin de respecter leurs valeurs altruistes, compassionnelles, afin de respecter leur ressenti d'aversion à la souffrance, afin de coïncider avec le signal d'alerte qu'avaient lancé leurs émotions et ou cognition empathique. Compétences. Leur besoin de compétences a été nourri, en ce sens que tous développent au fur et à mesure des compétences diverses pour mener à bien leur action. Proximité sociale. Elle peut se développer également, mais pas forcément d'une façon dont on peut la stéréotyper. Parfois, parce que les désobéissants altruistes se mettent à œuvrer avec d'autres, devenus alliés. Mais même lorsqu'ils sont seuls, il y a une connexion forte avec la communauté humaine qui les motive à persister dans leur action. L'action a un sens social si fort que même lorsqu'ils sont très seuls, qu'il y a des risques énormes, ils poursuivent car ils sentent que l'action est juste. Ce sentiment de justesse émerge sans doute en partie des processus empathiques. Cependant, l'action demande une opposition à des environnements destructeurs qui, eux, sapent en masse. Desi et Ryan le répètent régulièrement. C'est un parcours qui demande du courage. Leurs vies sont intensifiées dans le sens où les événements négatifs peuvent puissamment les impacter. Les émotions étant pleinement vécues. Ainsi, la tristesse, la colère, mais aussi la joie prennent une envergure puissante. Leur vie prend un sens tout aussi puissant, ce qui est une richesse profonde, durable, qui les accompagne parfois durant toute leur existence. Bam. Et bah du coup on a pas mal avancé en vrai, on avance bien, vous êtes un peu moins actifs sur le chat, et du coup c'est vrai que la lecture avance beaucoup, parce que là du coup on aborde une nouvelle base, on va attaquer une nouvelle base, qui est donc la base MI, la motivation intrinsèque. J'espère que vous avez bien aimé du coup le passage d'avant, moi j'ai... Encore une fois, je trouve que c'est un ouvrage qui est assez ouf et qui est vraiment bien pensé, qui est vraiment très ludique. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que c'est un peu ce que dit Roger de toute façon. Hein. On retombe un peu sur ce qui est évoqué dans le livre quand même. C'est que vous pouvez pas juste venir donner votre science et puis basta. Ça marche pas. Si vous voulez que les personnes apprennent, il faut faire quelque chose où elles vont avoir une action, où elles vont avoir un impact dessus, où elles vont pouvoir justement s'engager dans le processus. Il faut que ça vienne d'eux. Et justement, cette manière de faire l'ouvrage, au final, elle est juste incroyable. V6 le S. Quoi V6 le S? J'ai pas compris V6 le S. Il manque peut-être un mot, je sais pas. Bref. Toujours est-il que du coup, vraiment je trouve que l'autrice elle est vraiment forte. Voilà, ça sera mon avis final sur la VOD. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cette VOD. Nous évidemment on va continuer et on va attaquer une nouvelle base. Mais du coup, lisez, voilà, lisez en toute puissance. Allez voir la chaîne Horizon Gull. Voilà, c'est important. Et puis des bisous. V6 le sang. Ah, problème de frappe. D'accord. Mais oui, non, mais franchement, l'autrice, elle est vraiment très très douée. Je trouve que c'est bien pensé, c'est bien construit. Et vraiment, ça marche, je trouve très bien. Ça remplit très très bien son but. Il y a des ouvrages qui sont très bons en vulgarisation, mais qui malheureusement sont trop lourds, sont pas ludiques. Là, il y a vraiment un côté jeu vidéo en fait, un petit peu. Et de toute façon, c'est ce qui est dit dans la toute première partie, dans l'introduction, que c'est justement un petit peu le but. On veut en faire un ouvrage ludique, et je trouve que effectivement le but est rempli quoi. Elle a réussi à faire un ouvrage qui est ludique et qui vraiment fonctionne bien, et qui est bien, comment dire, bien agencé. Les choses se suivent bien, ça permet d'approfondir les questions et tu y trouves un vrai intérêt, tu as vraiment des outils derrière, et je trouve que c'est vraiment bien pensé. Voilà. Bref, petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt.